Buenos días, bienvenidos a esta exposición. Mientras tanto, les mandamos los pájaros. Hoy estamos con nuestros dos artistas invitados desde Francia, Rodolphe Huguet y Benoît Lafiché, y van a conversar con otro artista invitado por la Alianza Francesa de Medellín, Santiago Vélez, quien está acá desde la parte colombiana con nosotros hoy. Entonces, justo antes de lanzar este evento, estábamos conversando y diciendo que el evento de hoy tenía, además del desafío de la virtualidad, tenía otro desafío que estaba encontrando, que era la barrera del idioma, porque Rodolphe y Benoît, bueno, hablan muy bien francés, poco español, y Santiago no habla francés, pero entre nosotros no. Nos vamos a ayudar y vamos a poder conversar. La exposición que presentamos hoy es el resultado de un proyecto que empezó en el año 2019. En octubre de 2019, Rodolphe y Benoît vinieron acá a Colombia, a Medellín más precisamente en un primer tiempo, antes de viajar para el Chocó, donde no sabían lo que iban a encontrar, pero habíamos obtenido un apoyo de la Embajada de Francia y del Institut Français para desarrollar con ellos un proyecto artístico vinculado con el tema de la pesca y del mar, un tema que ellos estaban explorando desde ya varios meses en otro lado del mundo, en África, en Dakar, en la periferia más bien de Dakar, un pueblo que se llama Yoff. Entonces, Benoît y Rodolphe nos van a contar seguramente en el transcurso de esta conversación, de esta presentación, el proceso que sirvió para la elaboración y la concretización del proyecto, de la exposición. Mientras tanto, les mandamos los pájaros, el cual se puede encontrar en la Galería Olivier Debré de la Alianza Francesa. Pero bueno, me parecía importante plantear un poquito el contexto en el cual se ha desarrollado el proyecto. Entonces vinieron en 2019, se quedaron en un pueblo del Chocó, en un pueblo que está cerca de la ciudad de Nuquí, como a 20 minutos más o menos en lancha, y ahí encontraron el lugar donde iban a intervenir, lugar que se llama Jurubira, la ciudad de Jurubira. Entonces, estaban acompañados, me parece también interesante mencionarlo, estaban acompañados por un profesor de la Alianza Francesa, Olegario, que es chocuano y cuyo pueblo natal justamente es Jurubira. Entonces ahí se quedaron los artistas unas 3 semanas viviendo con los habitantes de Jurubira, observando y pensando en cómo iban a desarrollar el proyecto. Me parece importante mencionar que tanto Rodolphe como Benoît trabajan viajando mucho, sea en Francia, sea en el mundo, encontrando nuevos lugares, encontrando las poblaciones, la gente en diferentes partes del mundo, tejiendo unas relaciones con esas personas, descubriendo o conociendo problemáticas, descubriendo situaciones sociales
que van a nutrir realmente el trabajo de ellos, el trabajo artístico que van a presentar de manera poética, pero también de manera política muchas veces. Entonces, bueno, les voy primero a dar la bienvenida en español y en francés. Bonjour, buenas noches, Rodolphe. Bonjour. Y buenas noches, bonjour, Benoît. Bonjour. Y Bonjour à bonjour, tous. buenas noches, Santiago. Hola. ¿Qué Hola. tal? Hoy nos acompaña también Juan Esteban. Juan Esteban Agudelo es el coordinador de comunicaciones y relaciones públicas en la Alianza Francesa. Hola, Juan Esteban. Hola, buenas noches a todos. Vamos a ir en la Galería Olivier Debré, en la sede centro de la Alianza Francesa, cerca del Parque San Antonio, y vamos a ver el recorrido virtual que está en este momento almacenado en la página web de la Alianza Francesa. Vamos a visitar también la exposición, siempre en compañía de nuestros invitados, a través de una galería de fotografías que presenta la exposición, o más bien el gesto artístico que han realizado Benoît y Rodolphe. Importante mencionar que inicialmente no estaba previsto realizar esa exposición, este gesto artístico de esa manera. Nadie sabía en octubre de 2019 que 2020 iba a ser un año tan particular, que iba incluso a, digamos, esa peculiaridad está durando todavía en el 2021. No pudieron regresar los artistas en el Chocó, en Jurubira, como estaba inicialmente previsto, pero inicialmente habíamos planeado que ellos iban a regresar en el mes de julio 2020 para poder seguir con la investigación y siguiendo tejiendo artísticamente su trabajo desde Jurubira, e incluso proponiendo un gesto artístico, una exposición allá in situ en Jurubira, antes de volver a Medellín y de presentar una exposición que hubiera retomado toda la experiencia, tanto de octubre de 2019 como la experiencia que se pensaba tener en el mes de julio de 2020. Entonces, importante mencionar que ellos al fin no regresaron y que lo que vamos a ver hoy es el resultado de un trabajo que se ha construido desde la virtualidad. Fue un plan B que se presentó a ellos, a nosotros todos, y es el resultado de ese trabajo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Yo voy ahora a dejar la palabra a Benoît, quien nos va a llevar en la Galería Olivier Debré desde la página web de la Alianza Francesa, medellin.alianzafrancesa.org.co. Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Donc, je suis Benoît Laffiché, je suis un artiste français. Je travaille depuis 2018 avec Rodolphe Huguet. Donc voilà, donc sur un projet qui s'appelle Superfiche. Alors, j'ai pas tout compris à l'introduction de Violaine, donc j'espère que je ne vais pas être redondant et vous dire des choses que vous avez déjà entendues. Il me semble important de démarrer cette visite par le texte de présentation de l'exposition. En attendant, on vous envoie les oiseaux. C'est donc une proposition que l'on fait à l'Alliance française et surtout au village de Djurubida, en s'appuyant donc sur une pratique culturelle du village d'Urubida qui est ce jeu de cartes, donc les oiseaux.
Et dans cette exposition, en fait, on vient tout simplement proposer un nouveau jeu de cartes, un jeu de cartes qui peut devenir le jeu de cartes du village. Enfin, c'était un petit peu, c'est complètement l'idée. Superfiche, c'est un projet qui a commencé en 2018, qui s'intéresse au contexte de la pêche traditionnelle et qui a démarré après de nombreux séjours à Dakar, dans la banlieue de Dakar, dans un petit village qui s'appelle Yoff. En fait, on s'est intéressé, Rodolphe et moi, à ce village car il était un point de départ pour les migrants de l'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries, donc les îles Canaries dans l'océan Atlantique qui sont donc espagnoles et qui appartiennent à l'espace Schengen. Et donc, de nombreux migrants prenaient des pirogues à partir de Yoff pour s'embarquer jusqu'à l'espace Schengen, c'est-à-dire jusqu'à l'Europe. Et là, on a tout simplement découvert que sans la compétence maritime des pêcheurs, eh bien, cette traversée n'était pas possible. Et petit à petit, on s'est rapproché de cette communauté, donc de la communauté des pêcheurs, et on a découvert toute l'organisation du village, toute l'organisation de la pêche traditionnelle. Et on a décidé de préparer, donc de démarrer ce projet Superfiche qui s'intéresse à la pêche, au contexte de la pêche, aux vies, au quotidien, à la vie en fait dans les villages. Et de mois en mois, d'année en année, on a rebondi en Europe et aussi donc à Jurubida en Colombie. Quand Violaine nous a proposé de présenter un projet dans le cadre de l'appel d'offres de l'ambassade de France de Bogota, très franchement, on ne connaissait pas du tout le Choco. Et très, très vite, on a découvert que cette région était essentiellement habitée par des afrodescendants et était aussi, et des Indiens bien sûr, mais était essentiellement habité par des afrodescendants qui venaient d'Afrique de l'Ouest, donc qui venaient de ce village dans lequel on travaillait depuis déjà plusieurs années. Et pour nous, ça faisait effectivement sens de venir travailler dans le village. Et on s'est intéressé à une espèce de réminiscence culturelle, des choses qui perduraient d'un continent à l'autre malgré les trois siècles qui s'étaient écoulés. Avant de vous présenter l'exposition proprement dite, enfin voilà, parce qu'en fait, ce projet, il a été contraint, il a été contraint par la pandémie, comme toutes nos vies en fait. Voilà, avant de vous présenter l'exposition qu'on vous propose donc à l'Alliance française de Medellín, je voudrais vous montrer une image qui n'est pas présente, enfin qui est présente d'une manière un peu cachée dans l'exposition. Donc lors de ce premier séjour à Jurubida, donc on était vraiment on découvrait la région, on découvrait ce village. On a décidé de ne pas voyager dans le Choco. On n'avait pas le temps pour ça. On s'est dit que l'essentiel pour nous, en tout cas, c'était de rencontrer les habitants. Donc, on a décidé très, très vite de rester à Urubida et d'essayer d'y passer le plus de temps possible pour être au plus près des gens et du quotidien des vies. Et rapidement, en fait, grâce à Oligario, qui est donc enseignant à l'Alliance française, on a pu échanger avec les habitants et on a rencontré les 3, 4, 5 derniers pêcheurs qui pêchaient encore en fait de manière très traditionnelle avec
avec une économie très, très, très petite, comme ça, très restreinte, et qui voyageait, qui naviguait, qui allait pêcher donc à la voile. Et Wilfredo, qu'on voit à l'image, là, avait, comme tous les pêcheurs du Chocó, l'habitude de naviguer avec des voiles en bâche plastique noire. Et on a décidé avec Wilfredo, en collaboration avec Wilfredo et avec Choé, sa sœur, qui est aussi couturière dans le village de Robida, de construire une voile donc en tissu d'Afrique de l'Ouest. C'était pour nous une manière de faire circuler un petit peu cette image de l'Afrique dans le village. Et puis, c'était surtout pour nous une manière comment dire, de nous présenter en quelque sorte en tant qu'artistes, parce que c'est important que les gens sachent qu'on est des artistes et qu'on est là en fait pour tenter de comprendre un petit peu le territoire, et qu'on est là aussi pour tenter de vivre ensemble une expérience artistique commune. Donc, c'était un petit peu l'idée en fait de cette première voile. C'était un premier geste en fait, comme un geste de présentation et comme un geste avec cette envie en fait de faire circuler du graphisme d'Afrique de l'Ouest dans le paysage du Chocó. Yo quisiera entonces ahí hacer una primera pregunta y es cómo en esta lógica de unos proyectos donde se insertan en unos territorios donde toman decisiones como la de no irse a recorrer, sino, digamos, a sentarse en un lugar. Y pues la pregunta es cómo empiezan a tejer las relaciones, que al final es como de algún modo lo que termina de componer la propuesta. Es decir, cómo empiezan a hablar con Wilfredo, qué tipo de conversación empiezan a sugerir con él, de modo que lo vuelvan partícipe. Y también cómo lo sintieron a él y a su hermana Chloé, si se sentían parte del proyecto o si sentían que simplemente estaban siendo manufactureros del proyecto. ¿Cómo sintieron esa relación? En fait, quand on est arrivé dans le Chocó, le premier jour, on a été à Kouki, qui est un endroit aussi assez extraordinaire, où là, on a fait d'autres rencontres, notamment autour de la culture de la vanille qui est réintroduite, avec un personnage vraiment important dans le coin. Après, on est allé donc à Jurubida parce que c'est le village natif de Oligario qui nous a accompagnés, surtout par rapport à la traduction et puis aussi par rapport quand même au danger un peu latent du Chocó, même à l'époque où on y était. Et au bout de 2-3 jours où on était à Jurubida, on s'est dit, bon, plutôt, on n'avait que 3 semaines, plutôt que de bouger partout, ça nous apportera qu'une connaissance partielle. Et nous, ce qui nous attache d'abord en premier, quand on voyage, même séparément avec Benoît ou ensemble, de par le monde pour des projets, c'est la rencontre humaine et la rencontre avec les gens. Donc, Oligario, on lui a demandé de rencontrer les pêcheurs, on lui a demandé des pêcheurs. Donc, en fait, Wilfredo, on en a rencontré 4 ou 5. Et tous les jours, de toute façon, ce village est tout petit. Ils sont à peu près 600 afrodescendants et une centaine d'Indiens. Et donc, au fur et à mesure des jours qui passent, de 3-4 jours, déjà, ils ne sont pas habitués à avoir des touristes, entre guillemets, qui passent plus de un jour ou deux, parce qu'en fait, il y a une station thermale, donc s'il y a des touristes qui passent, c'est pour dormir une nuit, voire 2. Donc déjà, il y a plein de personnes dans le village qui se posaient des questions, pourquoi leur présence, etc. Malgré qu'ils fassent les efforts pour leur expliquer qu'on était des artistes, qu'on faisait un projet autour de la pêche, mais c'est lui qui nous a beaucoup aidé à entrer en conversation avec les gens. Et quand on a découvert donc les voiles, la voile de Wilfredo, on discute avec lui, etc. On lui a fait la proposition de lui en réaliser une. Et on a surtout aussi partagé, montré les tissus tout d'abord, en fait, aux habitants. Et c'est via ces tissus, en fait, venant d'Afrique,
que se sont entamés des liens, en fait, des discussions autour de leur afrodescendance et bien sûr de leur histoire de leur afrodescendance, qui est particulière, que tout le monde connaît. Et c'est là où on s'est aperçu aussi, ce qu'on avait vécu un petit peu d'ailleurs à Medellín en rencontrant une association d'afrodescendants, c'est qu'il y avait très très peu de connaissances de la part de ces gens-là. Et au fur et à mesure des discussions, on s'est aperçu pourquoi. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, l'esclavage, déjà, c'est pour eux que des mauvais souvenirs. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus aujourd'hui comme de vrais Colombiens, quoi. Toutes ces discussions nous ont permis aussi de comprendre comment ils vivaient leur vie au présent aujourd'hui et non pas en pensant au passé, d'où ils venaient. C'est une anecdote, mais par exemple, Wilfrido, qui est un pêcheur depuis qu'il est tout petit, qui doit avoir, je pense, 50 ans, 55 ans, et qui a été à l'école très peu, une des questions qu'il nous a posées, il nous a dit « Mais est-ce qu'il y a la mer en Afrique ?» Donc voilà, déjà le type de relation que pouvait avoir Wilfrido et l'Afrique. Donc c'était très. Et sa sœur, qui était un personnage du village, très sympa, avec qui on a eu beaucoup de discussions, on a mangé chez elle, elle nous a amenés dans son jardin, dans la jungle. Enfin, c'était plus des relations d'amitié qui se créent d'abord avant même le travail. Et l'idée de la voile, elle est arrivée après. Certes, on avait amené des tissus venant d'Afrique, justement, en pensant que peut-être on s'en servirait, mais on n'avait rien de projeté. On n'avait aucune intention, on n'avait pas l'idée de se dire on arrive là-bas, on fait une voile, parce que de toute façon, on ne savait même pas qu'on rencontrerait des pêcheurs qui naviguaient encore à la voile. Parce qu'en Afrique, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. C'est le hasard aussi des choses, de la rencontre avec ce pêcheur qui ont fait qu'on a déployé cette idée-là, mais avec eux. Et en fait, c'est nous-mêmes, tous les deux, après leur avoir montré les tissus, à Wilfrido, à ses amis pêcheurs, à sa sœur, qui avons travaillé dans une espèce de, on va l'appeler atelier, sur une terrasse, qui avons décidé de composer le dessin qu'on voit de la voile. Et après validation, on l'a cousu ensemble avec sa sœur et Wilfrido. En fait, on y a travaillé à 4 sur la voile. C'est pas du tout une commande en disant voilà, on vous donne du tissu, fabriquez-nous une voile, on va la chercher demain, on vous paye. Bien entendu qu'on a rémunéré Choué, ça c'était une évidence. Mais après, toute la partie technique de la voile, etc., c'est fait ensemble avec Wilfrido, qui a lui-même cousu les bords de la voile parce qu'il fallait faire des renforts avec sa technique à lui. Donc, ce sont plutôt des rapports humains et un travail collaboratif ensemble. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense qu'ils l'ont très bien vécu, ils étaient contents. On a été allé essayer la voile ensemble. Au début, il y avait un peu des défauts, et ils ont été corrigés. Et d'ailleurs, on a appris depuis plus d'un an après qu'il s'en sert encore et qu'en fait, il a remplacé sa voile plastique qui, a priori, techniquement, était quand même mieux parce que le vent ne passe pas à travers, alors que celle-là, c'est quand même du tissu. Mais visiblement, il s'en sert encore. Et nous, en fait, pour tout dire, c'est que ce n'était qu'un premier geste pour se faire accepter par cette population quand même particulière. Ils sont 600 personnes à avoir migré, avoir fui les Espagnols, accompagnés par les Indiens il y a 2 siècles. Et donc, nous, on arrive quand même d'Europe, donc c'est pas un endroit où des touristes passent tous les jours, donc il fallait se faire accepter en restant plusieurs jours. Et on pensait que déjà que ce premier geste avait vraiment appuyé cette décision. Après, on est resté une fois que la voile était faite, on est resté encore 10 jours. Mais on s'est quand même aperçu qu'il y avait plein de gens du village qui avaient beaucoup de doutes sur notre présence, malgré ceux qui avaient été faits et malgré que certains avaient complètement intégré notre présence d'artistes. Et tout ça venait, en fait, on l'a appris petit à petit en discutant du fait qu'il y a eu une époque, il y a 10-15 ans, il y a eu des journalistes qui étaient là, qui s'étaient jamais déclarés comme journalistes, avec tous les trafics que tu connais, Santiago, j'imagine, qui se passent là-bas. Il y a quand même toute une notion de doute et de danger vis-à-vis des étrangers qui peuvent traîner là-bas, quoi. On aurait pu être des gros acheteurs de cocaïne ou au contraire des policiers, ou, enfin, etc., etc. Me gusta mucho esto que dice de que se sintió que es un proyecto colaborativo, porque cuando lo leo en las presentaciones, tanto de la Alianza como del Instituto Francés, se siente eso, como ese reconocimiento a ellos como participantes y que de algún modo también eso da valor a una población que además son muy carismáticos, son súper alegres, todo el tiempo te están saludando, te dan los buenos días y que esta idea de comunidad
también permite justamente recibir al extranjero y hacerlo parte en determinado momento de su comunidad, ya sea a ellos como artistas, pero también lo he visto cómo reciben al turista y lo hacen parte de su entorno por ese periodo de tiempo en que estén ahí. Eso me gusta mucho. Tout à l'heure, tu as traduit, est-ce que vous pensez que ça a transformé Choé et Wilfredo? Évidemment que non, hein. C'est juste une expérience, quelques jours ensemble et tout. Mais la rencontre, elle s'est faite entre nous sur quelque chose d'assez fort qui est très, très visuel. C'est-à-dire qu'on est allé vers Wilfredo parce qu'on a été fasciné par ces voiles qui sont plus larges que hautes et qui sont noires et qui sont belles. Et c'est cette forme-là qui nous a amené à aller vers lui et à lui proposer ça petit à petit. Hein, c'est important aussi, ça, je crois. C'était important pour nous de démarrer ce geste-là, puisque c'est à partir de ce geste-là que tout a démarré et aussi que tout s'est arrêté et qu'est né le projet qu'on va présenter par la suite. Voilà. Juste une précision aussi, c'est qu'en fait, pour lui répondre plus précisément sur ce rapport humain, c'est qu'en fait, Oligario nous a accompagnés les 5 premiers jours, ce qui a permis, via la langue, de communiquer avec plusieurs personnes dans le village. Puis il est parti. Et c'est à ce moment-là qu'on a démarré le projet de la voile. C'est-à-dire, nous deux ne parlons pas la langue. Donc, c'est comme ça aussi que c'est renforcé, on pourrait dire, une petite amitié entre Wilfredo, sa sœur, Pépé, notre pêcheur. Donc, pendant toute la construction de la voile, ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'était que tous les deux là, à ce moment-là. Et ça, pour nous, c'était important aussi parce que la traduction, c'est bien, mais on n'est pas habitué à ça parce que quand on va dans des pays où on ne parle pas la langue, on se débrouille avec des gestes. Enfin, c'est ce qui crée de très bons rapports humains. Et donc, la réaliser, nous deux, sans parler la langue, ça a créé forcément des moments de fou rire, des moments de fête, de danse. Et d'ailleurs, de par la danse, on a aussi remarqué qu'en fait, sans qu'ils le sachent, ils sont très africains, très lébous. Ils ont la même manière de bouger en dansant le vallenato, quoi. Donc, et ça, c'est des discussions qu'on a réussi à avoir avec les femmes, par exemple. Et de leur expliquer qu'en fait, ils ont encore des racines culturelles en eux, quoi, même s'ils ne le savent pas forcément. Et de toute façon aussi, pour le projet de la voile, comme disait Benoît, c'était un premier geste, mais nous pensions surtout revenir travailler. Cette période de 3 semaines était une rencontre du village, des personnes, des gens, du contexte politique, sociologique de cet endroit-là de la Colombie. Comme nous savions que nous revenions 1 an après, nous avions 1 an pour construire des projets dans le village, ce que nous avons commencé par faire d'ailleurs. Mais la pandémie a fait que tout s'est transformé par cet autre geste qui est celui qui est dans l'exposition et qui leur a été distribué à eux en cadeau. Mais aussi pour te dire, Santiago, par exemple, tu vois, Choué, cet hiver, elle m'a appelé plusieurs fois parce qu'elle avait notre WhatsApp, parce qu'elle était à Medellín et qu'elle avait du réseau, parce qu'il n'y a pas de réseau à Jurubida. Donc, et sa question qu'elle faisait que poser, c'est quand est-ce que vous revenez, quand est-ce que vous revenez. Donc voilà, il y a quand même des contacts humains qui se sont créés, quoi. Donc, il y a ce premier séjour en octobre-novembre 2019. Donc, je refais un tout petit peu l'historique, mais très, très vite. En février 2020, en mars 2020, les frontières sont fermées. On sait qu'on ne pourra pas retourner à Urubida cette année 2020. On sait pas, on devait participer à la Biennale de Dakar, c'est aussi reporté, comme beaucoup de choses. Et donc, on attend, on construit des projets dans nos têtes sans trop savoir si ce sera possible quand est-ce que ce sera possible de les mettre en œuvre. Et je sais plus, en mars-avril 2021, on discute à nouveau avec toi, Violaine, et tu nous dis qu'il y a peut-être une possibilité pour faire un geste à l'Alliance, mais que ce n'est pas possible de retourner à Urubida actuellement. Et donc là, on décide
il y avait une chose qui nous avait beaucoup plu, qu'on avait remarqué à Urubida, c'est que régulièrement, en fait, les gens se, se réunissaient et se réunissaient avec beaucoup de joie. C'était vraiment des moments de partage qui mélangeaient femmes, hommes, qui mélangeaient différents habitants du village autour du jeu de cartes. Donc, on se renseigne un petit peu sur ce jeu de cartes à distance, toujours aussi grâce à Oligario qui relaie nos questions à Choé et à ses parents, aux gens qu'il connaît dans le village. On apprend donc l'existence de ce jeu, les oiseaux, du fait que le perdant eh bien, se transforme en oiseau, toutes ces choses comme ça qui sont quand même très, 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 très belles, très poétiques. Et puis, on décide donc de fabriquer, eh bien, ce jeu de cartes. Tous les habitants de Jurubida, quand ils jouent aux oiseaux, ils arrivent à la table de jeu avec des palettes de boîtes d'œufs comme ça, qui sont un petit peu les jetons, les mises qu'ils échangent, qu'ils jouent et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent pendant la partie. Et donc voilà, on avait cette envie de fabriquer ce jeu de cartes, et dans le même moment, Violaine nous parle en fait, nous parle de la grève générale en Colombie, et de cette histoire, de cette petite goutte d'eau comme ça qui fait déborder le vase, comme on dit, qui est le ministre de l'économie, je crois, et comme dans beaucoup de pays du monde, est interrogé sur le coût d'une boîte d'œufs et répond complètement à côté parce qu'il n'a aucune idée de ce que peut coûter une boîte d'œufs dans son propre pays. Là-bas, en Colombie, comme partout en Europe, ailleurs et tout, c'est une fois de plus un exemple qui nous montre à quel point la classe politique est complètement déconnectée de la réalité. Et à ce moment-là, les choses se rejoignent comme ça, et le fait de venir jouer aux cartes avec des boîtes d'œufs et de ne pas savoir combien coûte une boîte d'œufs, on commence à construire cette exposition-là qu'on a devant nous là. Déjà, on décide de construire des architectures avec ces boîtes d'œufs, donc ces colonnes qu'on aperçoit. On demande au régisseur, son nom m'échappe, à Freddy d'essayer de trouver des boîtes d'œufs de différentes couleurs, des choses comme ça. Il nous montre des images. Petit à petit, on montre ces colonnes comme ça. Et vient l'idée en fait du fond vert, parce que le fond vert, le fond vert, en fait, on peut le remplacer par tout ce que l'on souhaite, hein. Le fond vert dans l'entreprise cinématographique, c'est un outil technique qui permet de venir incruster comme ça des images que l'on souhaite incruster à la place du fond vert. Et on imagine comme ça que ce fond vert, en fait, c'est une espèce de métaphore autour du fait qu'on ne puisse pas se déplacer, qu'on ne puisse pas retourner à Jurubida, mais qu'on va tout de même placer devant ce fond vert ces architectures c'est donc à la fois ces mises que les gens du village utilisent, et parallèlement à tout ça, on continue donc à fabriquer notre jeu de cartes à jouer, qu'on envoie directement donc aux habitants de Jurubida, et qu'on vient poser, qu'on vient lancer en fait sur le fond vert. Et on décide aussi de faire un petit rappel formel au premier geste qu'on a fabriqué, au premier geste réalisé à Urubida, qui est cette voile, hein, en venant plier le fond vert comme ça de manière triangulaire. Donc voilà, le dispositif, hein, il est vraiment très très simple, hein. Ce sont des architectures de boîtes d'œufs, un cyclo, c'est-à-dire l'outil cinématographique pour faire des effets spéciaux, et ces cartes, voilà, qui apparaissent sur ce fond vert. Voilà.
Hein, ça, c'est une présentation un peu formelle sur, de l'installation. C'est voilà. Donc là, je vous montre en fait le jeu. Le jeu de cartes qui est lancé sur ces boîtes d'œufs, ça c'est le dos du jeu de cartes. Hein, donc on retrouve la voile de Wilfredo. Toutes les cartes, évidemment, ont le même dos. Ce qui nous importait, c'était en tant qu'artiste, on voulait en fait faire un jeu de cartes qui soit utilisable. Hein. C'était vraiment la première condition. Et puis, on voulait reprendre des codes couleurs. Donc, on a construit donc dans un jeu de cartes, il y a 4 séries. Hein, il y a des cœurs, des piques, des trèfles et des carreaux. Hein, donc, les cœurs, c'est un ensemble d'images autour d'Urubida, autour du village. Les piques, les piques, c'est donc une restitution en quelque sorte de la fabrication de la voile avec Choé et Wilfredo. Les trèfles, c'est un ensemble de visuels autour de Yoff, donc le village au Sénégal. Et les carreaux, en fait, c'est une autre histoire dont je vais juste vous dire un tout petit peu ce dont il s'agit. C'est que pendant la pandémie, en fait, donc à l'été 2020, comme on était tous coincés en quelque sorte, on a décidé donc ici en France, là où on habite en Bretagne, de construire une pirogue monoxyle, hein, donc une pirogue creusée dans un tronc d'arbre. C'est-à-dire cette pirogue, c'est le premier véhicule de l'humanité. Hein, c'est le premier véhicule qui a été construit par des êtres humains sur Terre, en bord de mer, en bord de fleuve, pour se déplacer. Et c'était une façon pour nous, c'était un clin d'œil en fait pour souligner un petit peu cette impossibilité de retourner en Colombie, dans le Chocó, à Urubida, et pour souligner aussi le fait que toutes les frontières du monde étaient fermées et qu'on revenait un petit peu à la source, c'est-à-dire à la fabrication, comme ici, là, de cette pirogue monoxyle. Voilà. Donc là, ce sont les cartes du jeu, donc de notre version des oiseaux pour le village. Pues este trabajo en particular a mí me parece pues, maravilloso, me encanta, conjuga muchas ideas, desde el título de El Mientras Tanto, también alude como a eso, como a la espera, como a la posibilidad de volver, al no perder la conexión, como, bueno, vamos a ir, pero mientras tanto les mandamos los pájaros. Me parece que desde ahí ya hay una sutileza de la conexión, que es un poco a lo que me refería con la pregunta anterior, de cómo ese tejido social también termina de articularse. Creo que también es potente en el trabajo la sola idea del juego de cartas. Es fundamental este tipo de juegos allí, tanto las cartas como el dominó se convierten en pasatiempos, literal, de la actividad, de lo que está sucediendo, del día a día, de cómo cerrar el día con el juego de cartas. Los huevos, que también no solo tiene la connotación pues, alimenticia, por un lado, la connotación política de lo que vivimos desde abril o previo a abril con el asunto de la reforma tributaria que finalmente generó, digamos, una especie de caos social en nuestro país, pero también el asunto del huevo como fragilidad. Todo lo que llega allí llega a través de avión o de barco, se transportan estos alimentos a través de horas y horas, generalmente vienen desde Buenaventura, y luego llegan a Nuquí, de Nuquí los llevan a Juribilá. Entonces hay todo un trasegar de estos alimentos así en cajas que
que tienen mucha, digamos, posibilidad del fracaso, posibilidad de quebrarse, posibilidad de mojarse, de desaparecer. Entonces, aludir a eso también corresponde, siento yo, con este gesto artístico, a todo ese compendio de posibilidades de lo que se vive allí. Te repito, me parece admirable también cómo logra de algún modo articular todas las situaciones o momentos de lo vivido allí, con estas imágenes que quedan puestas en cada una de las cartas y que de algún modo también se vean reflejados ellos ahí. Me parece que agruparlas también por lo que sucede con los corazones, lo que sucede con el trébol, cada cosa cuenta una historia en sí misma y me parece también que logra unas posibilidades de justamente contar esa historia que está tanto en el acontecimiento del Chocó, pero también esa historia que traen detrás desde Yoff. Y lo otro que me encanta, me parece fantástico, es que utilicen las tapas de cerveza para contar esa historia, que se vuelvan parte de ese juego. Claro, es la cerveza que se toma allí, es la póker, entonces hay como todo el juego ahí y que en las tapas se ve, en las cartas, perdón, se vea que el corazón es la tapa, que el trébol es la tapa. Vaya que tiene todos los elementos de un proyecto muy consciente, muy pensado y que creo que no, la palabra no es entender, pero creo que vivieron muy bien el estar allí, el habitar, el residir en Jurubirá. Creo que se siente aquí en la propuesta desde la virtualidad, pero que tiene todo como para uno decir, conocieron el lugar, lo entendieron lo que pasa allí y lo sintieron más que eso. Entonces, decirles que esta parte de toda la concepción de mientras tanto les mandamos los pájaros me parece una concepción muy interesante y muy bien lograda. Gracias. En fait, nous, la première chose qui nous importait, c'était de retourner dans le village. C'est pour ça qu'est née l'idée du jeu de cartes qui leur a été apporté. Après l'exposition, vu le contexte qu'il y avait, où on ne pouvait pas revenir, au départ, on avait dit à Violaine, on ne sait pas quoi faire, quoi. Petit à petit, on a pensé à juste un seul geste avec justement le jeu de cartes et les boîtes d'œufs, qui est leur monnaie quand ils jouent aux cartes. Et puis, pendant qu'on réfléchissait, on avait trouvé l'idée de ce qu'on voit là. Sauf qu'au départ, l'idée, c'était que les boîtes d'œufs, elles étaient pleines d'œufs. Et qu'il y avait les cartes, on n'avait pas décidé encore comment. Et quand Violaine nous apprend l'histoire du contexte politique et d'où vient cette histoire et ce que vit le pays, donc c'était il y a 2 mois, du coup, l'installation, on se rend compte qu'elle devient quelque part très politique aussi. Et c'est là qu'on a pris la décision de faire des tours de boîtes d'œufs vides, parce qu'il y avait à ce jour-là, pendant qu'on réfléchissait sur l'exposition, plus d'œufs à vendre. Parce que quand on a dit à Violaine, on voudrait des boîtes pleines de boîtes d'œufs, elle a dit, il n'y en a plus des œufs. Enfin, c'était la pénurie. Et du coup, on a dit, bon, on prend des boîtes d'œufs vides, justement. Il n'y a plus rien. Et les cartes, la décision a été vite prise, c'est qu'on les a jetées. C'est ce rapport aussi au jeu de cartes, c'est-à-dire que la partie est finie, quoi. C'était un peu notre réponse à ce qui se passait en Colombie, quoi. Et juste pour un petit détail tout bête, mais la manière dont on a amené Jurubida dans l'exposition, parce qu'il y a juste l'installation au centre de la salle, c'est le mur bleu qu'on voit au fond, une partie de l'espace. Et ce bleu-là, c'est le même bleu qu'il y a dans tout le village de Jurubida, où, par exemple, le monument de la Vierge est peint avec ce bleu, les poteaux du village, etc. C'était juste la manière de ramener le village aussi, quoi. Voilà, c'était juste quelques petits détails en plus. Bueno, yo creo que estamos terminando, acercándonos al término de nuestra conversación. No sé si de pronto, a Santiago, tú quieres agregar algo o si nuestros otros invitados
tienen un comentario. Juan Esteban también, si quieres intervenir, por favor, no dudes en hacerlo. Moi, je rajoute juste une petite chose, hein, c'est que ce jeu de cartes, c'est aussi une manière très très simple de partager notre travail avec les gens du village, avec les gens avec qui on travaille. Et dans le projet Superfiche, c'est quelque chose qui est très important, c'est toujours de partager en fait le processus de création. Hein, c'est très utopique, mais c'est une tentative. Voilà, et puis je voudrais juste remercier Santiago, évidemment, hein, d'être là aujourd'hui, là, et puis c'est toujours important pour les artistes d'avoir aussi des retours d'autres artistes, hein, de partager, de discuter tout simplement, puis remercier tous les gens de l'Alliance. Hein, je vais certainement en oublier, mais Freddy, Margot, Oligario, Estefania, voilà. Puis Violaine, bien sûr. Et puis, je ne connais pas le nom, peut-être Esteban, hein, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais merci, vraiment merci à tous, quoi. Voilà. No sé si vaya a ser una pregunta naif, en realidad son dos preguntas. La primera pregunta es, el proyecto Superfish no es un proyecto que empezó ni que acaba con la experiencia de Jurubirá. La pregunta puntual es qué aportó la experiencia de Jurubirá, incluso la frustración de la experiencia de Jurubirá a la metodología o a la conceptualización general del proyecto Superfish. Si algo cambia después de la visita a Jurubirá, si se mantiene igual a como estaba antes. Y digamos que a pesar de que la comunidad de Jurubirá plantea que son afrocolombianos, pero que están en busca de una identidad colombiana, qué elementos propios de la tradición africana o de la historia africana o de la economía africana ustedes ven reflejados en Jurubirá. Esa es la primera pregunta, digamos, la forma en que esa experiencia transforma o no el proyecto Superfish. Dans un premier temps, ce qui est important pour nous, c'est souvent on dit qu'on est, enfin on est très influencé aussi par le concept de dérive d'Édouard Glissant, le concept d'archipel. En fait, on ne prévoit pas les choses en amont. Les choses comme la vie, un petit peu, on prend les choses quand elles arrivent, et quelquefois, cette opportunité d'aller en Haute-Choco, par exemple, on l'avait pas décidé, elle est arrivée à nous et elle a fait sens dans notre projet. Là, par exemple, on rentre d'Espagne où on a accompagné, où on est allé rencontrer en fait un ami qui habite à Yoff et qui a migré en Espagne, où il travaille dans des plantations de fruits comme saisonniers. Voilà, c'est des choses qui sont complètement imprévues comme ça et que l'on suit, qu'on tente de suivre et qu'on tente d'accompagner. Mais ce qui est clair, c'est que cette expérience Choco, elle nous a permis de constater à quel point ces deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud, étaient enfin, là j'ouvre une porte ouverte, mais étaient pleinement mêlés, enfin il y avait une histoire commune, mais un petit peu comme nous aussi on a en France avec l'Afrique de l'Ouest. Hein, donc c'est une histoire terrible, mais c'est une histoire aussi qui est riche parce que c'est un dénominateur commun en quelque sorte. Donc ces allers-retours qu'on emprunte, qu'on tisse entre l'Afrique et l'Europe ou entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, c'était le premier. Évidemment qu'on a envie qu'on aimerait poursuivre, mais on ne forcera jamais les choses. Ce sont les événements en fait qui feront qu'on y retournera ou pas, les opportunités. Peut-être que Choé reviendra vers nous, peut-être, on ne sait pas. Hein, on n'est pas du tout des artistes avec des plans de carrière ou des dessins comme ça. Hein, ce projet, il est empreint de spontanéité et de choses qui peuvent apparaître ou pas, quoi. Mais une fois de plus, évidemment que cette expérience, elle a été très, 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 très importante dans la relation qu'on a vécue entre l'Afrique et l'Amérique
Amérique du Sud. Par exemple, on a montré les images du Choco à Dakar et on a eu aussi de longues discussions autour les gens n'imaginaient pas que ces images-là, elles avaient été réalisées sur le Pacifique. Hein. Ils pensaient vraiment que c'était aussi des images de leur propre pays. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, je pense qu'il me faudrait plusieurs jours, mais en quelques minutes, les choses qui restent, elles sont assez surprenantes. Alors là, je parle vraiment que de l'expérience d'Urubida. Hein. C'est vraiment quelques jours simplement dans un village. Et moi, Rodolphe, comme moi, on n'est pas ethnologue ou anthropologue, on a vraiment une relation sensible au monde. Et ce qu'on a pu ressentir, eh ben, c'est tout particulièrement les postures, les corps, les gestes, le positionnement des corps, le fait de porter des choses sur la tête. Hein, c'est des choses qui viennent directement de là-bas. Hein. Et puis après, il y a eu aussi toute cette rencontre, mais c'est encore une autre histoire avec cette femme, cette institutrice qui nous a parlé de l'oralité, des contes du Choco et qui eux aussi sont empreints de traces qu'on peut trouver à la fois chez les Indiens et chez les Africains. Donc oui, il y a plein de petites choses qui perdurent comme ça. Mais ce que disait Rodolphe est essentiel. C'est les habitants du Choco, comme les habitants afrodescendants de Colombie, bien évidemment qu'ils ont des racines africaines, mais tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les considère comme de véritables Colombiens, quoi, avec les mêmes droits, la même égalité. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'Esteban avait demandé. C'est que bien entendu que le projet à Jurubida, il est arrivé, il accompagne le projet, il continuera toujours, parce que par exemple, nous devions l'été dernier, en juillet 2020, revenir au Choco pour continuer le travail. À cause du Covid, bien sûr, on n'a pas pu, mais plutôt que de se laisser abattre, c'est là qu'on a décidé de réaliser la pirogue, qui est les mêmes pirogues que fabriquent les Indiens du Choco. C'est d'ailleurs les Indiens qui les ont appris aux Afro-descendants, et c'est les mêmes pirogues qui sont fabriquées aussi en Afrique. Donc, tu vois, comme quoi, Jurubida, il nous a permis aussi de ne pas pouvoir y retourner, de faire la pirogue, de faire le jeu de cartes. On s'est bien adapté à ce qui se passait. En fait, depuis le Covid, on n'a pas arrêté de travailler. Donc, on aurait pu baisser les bras, abandonner. Puis, en fait, ça nous a donné une autre énergie, quoi. Mais ça, c'était pas prévu non plus. Donc, en fait, mais on reviendra, hein. Ouais. Reviendra, c'est clair. No sé, Juan Esteban, ¿tú tenías otra pregunta? Sí, tengo una pregunta sobre, digamos, el núcleo activo de este trabajo y sobre todo la tradición popular y la tradición oral, que estaban hablando un poco de esto, y también pescadores artesanales en un contexto de una economía industrial global. Y digamos, me genera curiosidad cuáles son los elementos más representativos que han encontrado precisamente de esas tradiciones populares, que han mencionado la tradición oral, han mencionado el juego, pero no sé si pueden ahondar un poco más en eso. ¿Cuáles son esas tradiciones orales y cuáles son esas tradiciones populares y cómo esas tradiciones populares están enmarcadas o están enfrentadas en una economía globalizada que amenaza esas tradiciones, que incluso abarcan no solamente las formas de vida cotidiana, sino también lo ecológico o la relación misma con el agua? J'ai l'impression que quand on parle de Superfiche, on dit toujours que c'est un projet qui s'intéresse au contexte de la pêche traditionnelle. Et en fait, je crois que cette pêche traditionnelle, c'est presque un prétexte, mais c'est un prétexte qu'on a choisi parce que c'est une activité ancestrale et une façon de s'organiser ancestrale. Et dans le travail de Rodolphe, comme dans le mien, bien avant qu'on commence à travailler ensemble, on s'est toujours intéressé aux gestes anciens, à ce savoir-faire, à ces organisations qui étaient différentes et qui étaient bien plus collectives et solidaires que notre siècle capitaliste là qui se déroule. Donc c'est pour nous peut-être une manière, c'est un peu comme un retour vers le futur, quoi. C'est-à-dire c'est peut-être une manière d'aller voir comment ces choses résistent, même si elles tendent à disparaître, pour pouvoir mieux les comprendre et les réinjecter dans nos façons de vivre maintenant. Bueno, yo creo que
La conversación fue muy rica. Muchas gracias a todos por haber participado. Les propongo entonces ver con más atención todo el material que pueden encontrar en la página web de la Alianza Francesa, en nuestro sitio medellin.alianzafrancesa.org.co. Acá podrán visitar desde la calma de su hogar el recorrido virtual de la exposición, también la galería de fotografías, podrán leer con más atención también el texto redactado por los artistas, incluye la carta que ellos enviaron a los artistas, también está incluida en esta página web. Podrán encontrar elementos biográficos sobre nuestros artistas y también, bueno, tanto los artistas franceses que nos estaban acompañando hoy, Rodolphe Huguet y Benoît Lafiché, pero también nuestro artista invitado hoy, Santiago Vélez, que agradecemos mucho por su tiempo y por la pertinencia de su reflexión y de sus observaciones. Muchas gracias a todos. No olviden que pueden visitar la exposición in situ, pueden ir después de un agendamiento previo a visitar el trabajo, el gesto artístico de los artistas del proyecto Superfish. Hasta finales del mes de septiembre les está esperando. La galería está abierta para ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Les deseo una muy feliz noche y que viva el arte. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. À bientôt. Hein. Rodolphe? De toute façon, ça marche pas, regarde, quand je parle. Si. Si, ça Ah, marche. si, ça marche. Si. Je voulais dire merci à tout le monde. Et puis le bonjour à tous les habitants de Jorubida aussi. Si, Claro, sí. Un pensamiento fuerte para los habitantes de Jorubida. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Feliz Hasta luego, noche. muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Santiago. Gracias, Juan Esteban.